Madame, Messieurs, chers téléspectateurs, bienvenue dans votre émission 4e de couverture. Nous sommes à Thiès, précisément à SAPCO, où nous accueillons le professeur, ou bien le guérisseur plutôt, Jacques Pouy, l'auteur d'un ouvrage Thiès et les Sérères. SAPCO, Monsieur Pouy, lorsqu'on parle de ce quartier, on pense notamment aux Sérères. Est-ce que c'est votre lieu, c'est l'environnement qui vous a poussé à créer cet ouvrage? J'aimerais d'abord, avec votre permission, de faire une petite prière, comme nous tous, que ça puisse nous accompagner notre entretien, que ça puisse aller dans le bon sens, si vous le permettez, quoi. Chacun en sa religion. Exactement. Faire une petite prière, parce qu'en général, dans ce genre de situation, il faut d'abord mettre en avant la volonté de Dieu. Exactement. Parce que c'est grâce à Dieu que l'ouvrage a pris forme. En effet. Et d'habitude, souvent, c'est ce qui m'intéresse dans les relations, dans les rencontres. Je ne veux pas me permettre de parler de quelque chose. Totalement en phase avec vous. Et d'ailleurs, c'est une leçon que nous apprenons. Exactement. Que chacun d'entre nous prie à sa façon, de la religion lui appartient. Bon. Exactement. Merci beaucoup, monsieur Pouy. Je disais que lorsqu'on parle de Thiès, de SAPCO notamment, on pense notamment aux Sérères. Est-ce que c'est cet environnement dans lequel vous êtes né, et peut-être même vous avez grandi, qui a percé l'écriture de cet ouvrage? Si vous voulez que je vous parle de SAPCO, ça va m'être facile, parce que je suis un pur produit du Sérère non Safi. Ayant eu la chance d'apprendre beaucoup de choses auprès de certains de mes grands-parents de SAPCO, Thiès Nord et dans d'autres villages. À un moment donné, il fallait que je sorte ce qu'on m'avait confié. Donc je ne maîtrise pas tout, mais puisque la tradition orale nous a permis d'apprendre beaucoup de choses de la bouche de nos grands-parents, alors c'est pour ça que je n'ai pas hésité de me lancer dans une aventure aussi périlleuse pour moi. Puisque vous savez, comme tout le monde, au niveau, en matière d'instruction, de scolarisation, j'ai fait des études dont mes dieux se sait. Mais ce qui m'intéressait le plus, et c'est ça que je vais me baser pour pouvoir vous expliquer les raisons qui m'ont poussé à faire cet ouvrage. Exact. Le Sérères non de Thiès et la communauté Tchangin non. Nous sommes des Safis. Depuis que nos ancêtres s'étaient installés ici à Thiès, de tous les villages qui entourent la commune de Thiès, et ceux des environs, allant jusqu'à Popenguine-Dias, etc., dans le département, donc il y avait des liens de famille, de parenté. Donc les gens se fréquentaient. Alors de ce fait que, du côté des lignages, donc ça je ne vais pas en parler du lignage parce que ce n'est pas l'objet du truc. Ce qui vous intéresse, je pense que c'est que je puisse parler du livre. Exactement. Et de moi-même. Et en effet. Voilà, donc Jacques Pouy, descendant des autochtones Sérères non Safi de Thiès, qui a sorti un ouvrage qui parle de cette communauté Sérère non Safi et un peu de l'histoire, de leur évolution culturelle. Voilà, ça je peux en parler. SAPCO, le village de SAPCO d'où je suis né, a deux histoires en deux périodes divisées. Remontons le temps jusqu'à la période post-coloniale. Donc nos ancêtres du Djobas, il y avait une famille qui s'était apparentée à celle de mes grands-parents Pouyen, qui était venue du Djobas pour venir s'installer ici, là où il y a notre chapelle, là où nous habitons. Donc cette famille-là avait le nom de famille Ndion. Donc c'était une famille dont leur maman s'appelait, les frères, il y avait Tchachi, Sakany Mbodj et Mouler, leur mère, et leur neveu Hedjesek. Ils étaient venus s'installer ici avant les années 1860. Alors après leur installation,
étant résident ici pendant des décennies, trouvant qu'il fallait qu'ils retournent, nécessaire de retourner dans leur milieu originel, ils ont préféré, avec les complications des affrontements entre l'armée coloniale et les indigènes, nos parents ici, alors ils avaient trouvé nécessaire de retourner chez eux et laisser la place intacte. Leur cousin germain de la famille Pouy qui habitait à Ngoumsan, bon, après le départ de ces ennemis, sont venus s'installer là où il y a les garages mécaniques qu'on appelle Helcom actuellement, en 1902. La famille Pouy s'est installée en 1902. Donc celle d'Enjon, qui était venue du Djobas avant les années 1860, c'était celle qui porte le nom de famille Njon. Alors donc, puisque c'est des cousins germains, alors ils faisaient tout ensemble. Et nous, quand nos ancêtres, nos grands-parents ont formé le second site qui abritait la famille Pouy, là où il y a le garage mécanique Helcom, donc nos parents n'étaient pas instruits. Mais ils avaient eu la sagesse, à un moment donné, en réfléchissant avec l'aide des missionnaires, de leur demander de faire inscrire leurs enfants à l'école française. C'est comme ça que nous avons eu la chance aussi de nous faire inscrire par les pères abbés. Oui. Donc vous voyez que on nous a, bon, de toute façon, je peux parler au nom de tous les Sérères Nord. De tous les Sérères Nord. Puisque vous n'êtes pas sans savoir que même avant de commencer l'ouvrage, le manuscrit, j'ai fait le tour du département et une réunion de concertation avec mes parents de Thiès Nord pour ne pas me faire taxer d'individuel, etc. Oui. Alors, après avoir bénéficié de leur accord, je me suis mis au travail. Et comme c'est un ouvrage qui, à la fois, peut être lu scientifiquement, vu scientifiquement, en tant que traditionnaliste, parce que je n'osais pas dire que je suis un historien avéré, parce que je n'ai pas fréquenté l'école pour l'histoire, typiquement parlant. Je ne pouvais qu'emprunter le qualificatif de traditionnaliste, qui n'est pas, d'ailleurs, c'est quelque chose qui n'est pas à dégager, c'est quelque chose qu'on peut mettre en rapport avec le vrai historien, parce que quand il doit écrire un ouvrage, il faut qu'il se rabatte sur le traditionnaliste. Alors c'est pour ça que j'ai emprunté ce truc de traditionnaliste. Vous m'excusez. C'est un plaisir. C'est un plaisir. Cette émission, je la vis parce qu'en réalité, j'ai fait moi-même mes études à l'école Thiès-Nord. Je me souviens en 1996, quand j'étais pour aller à l'école Thiès-Nord et nous passions par là. Pour en revenir à ce livre, à Thiès, dans votre avant-propos, vous avez évoqué l'idée d'un legs que vous voulez transmettre à la nouvelle génération. Et c'est le futur. Est-ce une façon à vous, après un constat que notre génération, la nôtre, n'a pas une parfaite maîtrise de son histoire et de son origine? Mais justement, la principale raison, c'est ça. Puisque nous, on n'avait rien en main pour pouvoir nous exprimer, pour dire que notre histoire était conçue comme ça, etc. Donc personne ne savait rien, sauf ce qui nous a été transmis, expliqué par certains de nos grands-parents de la famille, puis ici et des villages de Bango, Djoum, etc. Dans certains villages. On nous a expliqué beaucoup de choses. Il y en a même qui avaient commencé à faire des recherches. Mais c'était né en queue de poisson. Mais moi, ayant eu la chance de côtoyer, de bénéficier de la confiance de mes grands-parents, m'ayant chargé que dans l'avenir, que je devienne ambassadeur de cette culture non. Vous voyez ce que ça fait. Taire quelque chose discrètement pendant des décennies, de 68, quand j'ai quitté l'école jusqu'en 2018, pour oser sortir ce que mes grands-parents m'avaient raconté. Donc j'ai été patient. Chaque fois je me disais, parce que je ne pouvais pas sortir un livre aussitôt ayant quitté l'école en 1968, en fin de cycle primaire, dire que je vais écrire un livre d'histoire qui va parler de l'histoire de Thiès et de la communauté Sérère Non Safi, qui ont dit que ce sont eux qui ont formé cette ville, créé cette ville de Thiès, fondée. Alors donc là, si je m'étais mis à écrire un livre, ça n'aurait pas de sens. Comment s'est fait la création, voire l'arrivée des Sérères ici? Il faut partir depuis, quand on remonte l'histoire,
depuis l'Égypte. Et en convoquant l'histoire de l'Égypte pharaonique, au Nil de la Nubie, vous allez trouver que ça ne concerne pas que les Sérères Safi, ça concerne à peu près presque tous les Noirs qui avaient quitté cette Égypte pharaonique pour migrer vers d'autres cieux en Afrique. Comme certaines races noires qui avaient pris cap à l'ouest de l'Afrique, donc dans le groupe qui avait pris cap pour l'ouest africain et le nord du Sénégal, c'est dans ce groupe que faisaient partie nos arrière-ancêtres, avec d'autres races noires aussi. Donc si vous convoquez l'histoire à partir du nord du Sénégal, vous allez vous rendre compte que quand on vous parle du Fouta Toro, du royaume du Tekrour, ça veut tout dire. Oui, ça veut tout dire. Oui, parce que c'est là-bas, à partir, bien avant leur installation au Fouta, il faut revoir le passage aussi en Mauritanie. Oui. Durant un temps, ils étaient stationnés en Mauritanie. Vous passez par la partie la plus septentrionale du Sénégal, qui est Podor. Vous faites 5-10 km dans la Mauritanie. Vous allez trouver 2 grands villages qui furent habités par des Noirs, dont certains étaient nos ancêtres. Ils furent chassés là-bas par un certain Abou Bakr ibn Omar, le neveu de Abdullah Ibrahim Ben Yassine, qui fondèrent le mouvement des Almoravides. Oui. Donc après, quand ils furent chassés, ils avaient pris position, ils étaient partis se réfugier au Fouta, surtout en un endroit précis qu'on appelle Sare Tchofi. Sare, c'est un nom peul, Tchofi, c'est un nom sérère. Ça veut dire que Tchofi qui traduit l'humidité, la fraîcheur, etc. Donc c'est là-bas qu'ils étaient stationnés jusque vers la fin du XIe siècle. Je ne parle pas de mes grands-parents, de leurs ancêtres. Exactement. Donc aussitôt que Abou Bakr ibn Omar ait franchi le fleuve pour venir les capturer et faire des esclaves, ils se sont dit non, on ne doit pas rester ici pour qu'on fasse de nous des esclaves et nous islamiser, puisqu'ils vivaient leur animisme. C'est ça. C'était une religion, l'animisme. Même si ça ne parle pas de Dieu totalement, c'est une religion. Ça dépend de la croyance, de la foi de la personne. Bon, mais comme les religions révélées nous ont été bénéfiques, bon, eux, ils ignoraient ça. Donc cet arabo-berbère voulait jouer aussi sa partition dans l'islamisation des zones. Alors nos ancêtres sont partis vers le Djolof. Les autres Sérères du Sine sont allés vers l'est. Et les Safis et les autres ont quitté le Djolof pour migrer vers Thiès et venir s'installer ici d'une manière définitive. Vous voyez que c'est une très longue histoire, très longue histoire et ancienne. Et donc, quand ils sont arrivés ici, le premier site stationnaire de la communauté, c'est la majeure partie donc, des Sérères Safi dont je vous parle, c'était à Kermondjaï. Kermondjaï. Oui. L'actuel Kermondjaï. Actuel Kermondjaï. C'est là-bas qu'ils étaient installés pour y rester définitivement. Mais leur patriarche à l'époque, qui s'appelait Gansen, ayant trouvé que bon, c'est une zone vierge, donc ils veulent y habiter, il faut qu'ils aient assez de terre pour pouvoir exploiter leur bétail, etc., tout ça. Alors maintenant, il a demandé à chercher un chef de famille de faire une exploration dans la forêt, quand on va vers l'ouest, vers Dakar. Donc ils sont allés de Kermondjaï jusqu'à Morolan, de Morolan jusqu'à Kiren et Banja. Ils ont vu qu'il y avait une barrière défensive, la falaise, les falaises de Thiès. Oui. Donc ça pouvait les protéger contre les gens de Dakar, de Rufisque, du Djader. Ils ont dit que maintenant on va rester là. Personne ne quittera plus ici. Celui qui nous trouvera ici, on va lui régler son compte. Parce que nous ne pouvons pas migrer durant toute notre vie. Alors c'est comme ça qu'ils s'étaient installés ici, à Kermondjaï. Alors, aussitôt après le patriarche Gansen a décidé d'éclater ce village. Le village
leur lieu d'installation qu'il avait nommé Filen. Filen qui veut dire en séeréer Safi non Filen, tu es arrivé. Tu as migré jusqu'à arriver au lieu, oui, au site où tu vas habiter. Maintenant, c'est pour ça que j'ai mis dans le document Filen ou Filen, oui, qui veut dire tu es arrivé. Exact. Maintenant, après il a dit, demander à certains chefs de famille d'essayer de trouver des sites où caser certaines familles de même lignage. Ouais, c'est comme ça qu'il a créé Ndoufak, Ngoumsan, Pekouk, Silma, Vango, Chesnon qui est là derrière nous. Il l'installa au marché, là où il y a le marché central. Son fils aîné qui s'appelait Ndjouman, c'est lui qui dirigeait le village de Chesnon, là où il y a le marché central. Où est né le nom de la ville de Thiès. Si vous allez à Kermantelage aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle Kermantelage, à l'époque, l'histoire que nous avons lue, qu'on nous a racontée, on a fait savoir que là-bas, il y avait un très très grand baobab. Même les Sérères montraient que la présence des Sérères, qu'ils l'ont occupé pendant près de 3 à 4 Ils faisaient le culte là-bas, souvent. Vous savez que, pour vous faciliter, pour bien comprendre, le Sérère Safi que nous sommes, je ne parle pas du qualificatif non, parce que le qualificatif non est venu après. Parce qu'il fallait qu'il y ait cet événement pour faire naître ce qualificatif. D'ailleurs. Bon, mais bref, je continue dans ma lancée dans ce que je vous disais tout à l'heure. Quand le vieux a installé ces villages-là, tous les villages sérères que vous voyez ici alentour, qui avaient cerclé, d'où à l'intérieur, le colon, quand il est arrivé, il s'est imposé en créant un cercle. Oui. Donc, à partir de ce moment-là, le village de Vango, qui se situait entre les HLM de Dakar et le stade Maniang Soumaré, celui de Nguent Serer, qui se situait à l'emplacement de l'actuelle gouvernance de la ville de Thiès, où habitait le vieux Sangan Faye, le papa de Omari, qui était le chef des résistants Serer non. Il avait formé un groupe de 5 jeunes garçons qu'on appelle les commandos Serer non, qui devaient sillonner tous les villages pour dire aux autres qu'aucun étranger ne doit fouler le sol du Tchangin. Maintenant, on va se former un groupe de commandos qui la tête, il s'appelait Omari Sangan. Il s'appelait Sangan. C'est Omari qui était le fils de Sangan. Il alla voir Amari Ndion, Djarga Faye, Dembagal et Dali Teng pour leur expliquer ce projet-là. Et ces derniers ont adhéré. Alors, de temps en temps, il allait dans tout le département vulgariser la nouvelle. Et dire aux gens que l'objectif c'est ça, c'est de rester indépendant. Si vous lisez les écrits du Père David Boila, vous n'avez pas ces trucs. Je ne l'ai pas encore lu. Ouais, peut-être je vais vous en trouver. Le truc électronique, le document électronique. Excellent. Je vais vous le sortir. Alors vous allez voir, beaucoup de choses ont été expliquées par Abbé Dagboua en 1853. Il a même mentionné le cas des Sérères non Safi et de toutes les autres races. Donc il a parlé de la communauté non et Safi aussi. C'est vrai qu'en 52, avant qu'il n'écrive en France, en 1852, il y avait un prêtre spiritain qui avait écrit des choses concernant cette zone où nous habitons, nous tous, l'histoire des Sérères, non et Safi, etc. Donc, pour vous dire vrai, ça pouvait être quelqu'un d'autre. Même moi, ça ne m'a pas posé de problème parce que devant m'engager, j'avais pris toutes les précautions, me disant que ça peut être facile, ça peut être très difficile. Parce que c'est mon premier dans ce domaine. Alors, ça peut être bien vu ou mal vu. Mais l'essentiel, c'est que j'essaie de m'exprimer, expliquer aux gens l'idée, d'où elle vient, et peut-être les moyens, comment j'ai fait pour en arriver là. Oui. Justement, ce n'est pas trop évident. Nous qui sommes dans le milieu des livres, oui. Nous savons qu'écrire déjà, ce n'est pas trop évident. Non. D'autre part, également, écrire un livre d'un tel volume, oui. Également, c'est un autre chantier très vaste. Oui. Mais lorsque l'on lit cet ouvrage, au-delà de la passion, oui. au-delà même de
ce dont vous avez hérité de vos grands-pères, on y sent une certaine hauteur, une certaine spiritualité, une analyse très spirituelle des faits. Comment êtes-vous arrivé à faire cette analyse? C'est-à-dire que ce n'est pas très difficile d'être déjà acteur et ensuite d'analyser les faits dont on est acteur, parfois, le plus souvent. Comment êtes-vous arrivé à faire cela de manière spirituelle? Voilà, parce que je pourrais vous dire que le Dieu créateur m'a tout facilité. Si j'ose dire que je détiens une connaissance en matière de médecine traditionnelle que j'ai hérité d'un de mes grands-parents, et ce dernier ne peut pas me donner cet héritage sans me parler de l'histoire de notre communauté. Et ensuite, je ne peux pas être quelqu'un qui reçoit des humains venant de tous bords, avec leur foi en Dieu, leur pratique religieuse, que je dois recevoir tout le temps ici, en y profitant pour me faire des amitiés, de bonnes relations, pour que si vous voyez que l'affaire n'a pas été trop difficile pour moi, si vous pensez du côté spirituel, c'est parce que j'ai de très bonnes relations avec tout le monde. Si j'osais vous le dire, ça n'a rien à voir avec quand vous aurez coupé le truc là, je vous expliquerai quelque chose de très intéressant. Vous verrez que si j'ai osé mentionner le côté spirituel dans l'ouvrage, c'est parce que je le vis. Je le vis chaque jour et chaque année. Chaque jour, chaque année. Je peux même en profiter pour le dire, comme ça le monde apprendra beaucoup de choses de ce que je vais dire. Nous sommes tous des croyants pratiquants. Pas tout le monde quand même dans cette société mondaine. Mais chacun de nous appartient à une religion révélée. Moi, Dieu a fait que tous mes amis, je dis bien amis, les amis, mes parents sont mes parents. Là, je ne parle pas d'amitié, parce que la parenté, c'est autre chose. Mais en matière d'amitié, tous mes amis, la majeure partie de mes amis, c'est des musulmans. Alors, Dieu a fait que chaque fête de Noël ou chaque fête de Tabaski, ils me font part de ce qu'ils dégustent. Et moi, à Noël et à Pâques, trouvez-vous nécessaire que je puisse bénéficier de cette sagesse et de ce truc et ne pas leur rendre la bonne monnaie. C'est pour ça que chaque Noël et chaque Pâques, je m'investis pour prouver à tout le monde que la religion n'a de sens que quand on vit spirituellement sa foi d'une manière fraternelle, en amitié, en bonne relation, etc. C'est pour ça que je me suis appesanti trop sur le côté spirituel. Et comme nous partageons cette même zone, des chrétiens catholiques avec les musulmans, vous pensez que si je fais l'historique des Sérères, d'ailleurs un ami qui n'est même pas sérère, qui n'est même pas catholique, chrétien, il m'a dit, au début, quand je lui parlais de ce projet, il me dit, non, ne fais pas seulement l'historique des Sérères, non, de la communauté d'où tu appartiens, sinon ça n'aura pas de sens. Il faut être social, il faut élargir, il faut aller voir tout le monde et demander à chacun l'historique de la création, la fondation de son foyer religieux, etc. Si vous voyez dans le livre, vous allez voir, j'ai mentionné des noms, oui, des familles religieuses ici à Thiès. Oui. Alors, donc, Dieu seul sait, mais de toute façon, je peux dire que c'est la volonté de Dieu. C'est Dieu qui a voulu que ça se passe et ça s'est passé. Moi, je n'ai rien à me glorifier de ça, parce que ça pouvait tomber sur la tête de quelqu'un. Le bon Dieu l'assiste et il le réalise. Bon, pour moi, il n'y a rien d'extraordinaire. Je suis appelé à quitter cette vie. Si je dois mourir avec ça dans ma tête, ce serait commettre le plus grand péché du monde. Les jeunes générations qui vont venir, vous voyez un exemple, vous allez partout dans le monde, nous avons nos parents dans la diaspora. Mais est-ce que les gens de Thiès, si l'histoire de cette ville de Thiès n'est pas racontée à toute l'humanité, toi, tes parents, vous par exemple, vos parents de la diaspora et les miens, nos descendants qui vont naître à partir des mariages mixtes, etc. Mais si on leur demande leur origine, qu'est-ce qu'ils vont dire? Ils ne savent pas. Et ça va dégrader notre valeur dans le monde. Exactement. Oui. L'Allemand qui épousera une Sénégalaise,
ses fils n'apprendront rien. Absolument. Du passé de leurs ancêtres, de leur histoire. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça va être un esclavage qu'on aura accepté nous-mêmes. Ce ne sera plus l'Occident. Il faut que le livre sorte pour que les Blancs, les Européens sachent que nous sommes... Nous avons une histoire. Justement, une Nous vraie avons histoire. une appartenance, une lignée. Bien sûr. Exactement. Oui. Alors, vous voyez, là où j'ai mentionné réaction citoyenne, sans parti pris, je ne sais pas si tu l'as lu ou pas. Tu vas voir là-bas, j'ai dit que, je me suis dit, est-ce que les deux systèmes colonisateurs qu'on nous a imposés, en faisant allusion à l'Orient et à l'Occident, qu'est-ce que ça nous a apporté en matière d'éducation positive, meilleure que l'ancienne éducation ancestrale? Si on voit comment évolue le monde maintenant. Ça y est dedans. Parce que vous voyez ce qui se fait dans les TikTok, dans tout ça. Oui, supposons, si ça provient de l'extérieur, donc l'idée c'est de venir détruire ce que les anciens... Oui, comme valeur. C'est pour ça que j'ai posé cette question. J'ai dit, posons-nous la question sans détour ni démagogie. Je rappelle juste, chers téléspectateurs, que notre invité du jour, c'est Jacques Pouy. Je rappelle qu'il est né le 5 août 1954 à Sapko, qui est au Sénégal, où nous sommes actuellement. Jacques Pouy est d'origine non, groupe Kangan. Tchangin, oui. Groupe Sanguin. Il a été scolarisé jusqu'à la fin du cycle primaire. Il est revenu dans les activités primaires de ses ancêtres, l'agriculture et l'élevage. Guérisseur traditionnel. Il est le président d'honneur de l'association sportive culturelle du quartier Sapko et président de la cellule des hommes catholiques de la CEV Sainte-Thérèse d'Avila de Sapko-Thiesman. Monsieur Pouy, aujourd'hui, vous avez écrit cet ouvrage. Naturellement, il y aura à la lecture de la situation qui se présente à vous, comme vous l'avez dit. Vous ne tirez aucune fierté à cela parce que c'est Dieu qui a voulu que cela passe par vous. Mais sentir qu'au moins votre mission, en ce sens même, au moins vous avez mis entre les mains de cette génération présente et future un document sur lequel ils peuvent s'inspirer. Après avoir réalisé tout cela, quel a été votre sentiment? Sentiment de bonheur, de satisfaction et rendre grâce à Dieu. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le monsieur qui vous a remis le document là, c'est mon frère aîné, de même père, le délégué de quartier. Il a enseigné jusqu'à la retraite. Tu sais, si dans notre culture sérère non safi, nous avons cette habitude de rendre à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. S'il s'agissait que d'écrire en français, expliquer ici, lui et l'autre frère, mon autre frère de qui je suis, ils étaient plus aptes que moi pour écrire un ouvrage parce qu'ils sont plus instruits que moi. Alors, mais après concertation avec eux, ils m'ont donné le feu vert. Je leur avais demandé de m'assister. Je sais que ce ne sera pas facile pour moi parce que peut-être le vocabulaire français, je ne l'ai pas perdu. Parce que aussitôt ayant quitté l'école en 68, je n'ai chômé que 2 ans à la maison, m'occupant des travaux champêtres, etc. Mais après, en 71, j'ai eu la chance de rencontrer un ami qui m'a formé en technique horticulture. Un certain Souleymane. D'ailleurs, il est le directeur des trucs à Dakar. Oui. Après, c'est par cette formation que j'étais jardinier en 2e catégorie. Et le papa de mon fils là, de mon grand frère, il m'avait trouvé du boulot chez les coopérants français à l'ex-base aérienne. C'est là-bas que je suis parti signer des contrats, travailler avec eux pour l'entretien de leur maison et en grandes vacances, assurer le gardiennage de leur résidence jusqu'en début octobre, à la fin des vacances scolaires. Pendant 10 ans, je ne parlais que français avec mes patrons. Je m'apprêtais à vous dire, avec votre niveau scolaire, en tout cas mentionné, votre niveau de langue très élevé par rapport à ce niveau. Oui. Eh bien, je viens d'avoir la réponse parce que je m'apprêtais même à poser cette question. Si, chaque jour que je posais des questions, on me donnait des ordres, je posais des questions, on me donnait des explications. Jacques fait ceci, fait cela, etc. Je parlais rarement ma langue, sauf à la maison.
toute la journée, je suis avec eux pendant 10 ans. Donc, on peut perdre le vocabulaire français, non? C'est pour ça, c'est ce qui m'a facilité. Peut-être une question, c'est la toute dernière, parce qu'on me signale depuis quelques minutes que c'est la fin de l'émission. Oui. Vous êtes guérisseur. Oui. Depuis quelle année pratiquez-vous ce métier ici à Thiès? Depuis 1983. Depuis 1900. Oui. Quand je venais, 2 ans après, quand je venais de construire le lieu où je devais recevoir les gens là-bas, dans ce bâtiment là-bas, avec le soutien d'un de mes patrons qui m'avait prêté une somme, parce que j'avais le terrain, j'avais pas de truc, ils m'avaient prêté de l'argent, je l'avais mis au courant du projet de guérisseur. Même si j'étais à leur sol, je travaillais pour eux. Quand je descendais, je recevais les gens ici. Le dimanche, je recevais les gens ici. C'est comme ça que j'ai été très bien soutenu par ma famille. Mes frères, mon père et ma mère, et mes soeurs, ma soeur. Vous savez que ceux qui me connaissent savent très bien que j'étais un homme un peu, pas têtu, mais difficile à convaincre. Difficile, très difficile à convaincre. Mais ils m'ont supporté dans cet état des choses. Alors bon, peut-être c'était le projet de Dieu qui commençait. Il faut que je m'habitue à la solitude. Donc quand je travaillais chez les coopérants, ils me prenaient tout mon temps. Beaucoup de choses se passaient ici à la maison, mais je n'avais pas le temps d'y assister. Donc peut-être cette habitude de solitude m'a servi en préparation pour que dans l'avenir, quand il faudra que je reçoive des gens sur le second projet, qui est la médecine traditionnelle, que je ne me dérange pas, parce que je suis seul, etc. Non, je passe toute la journée ici à recevoir des gens. Mon nom, par la grâce de Dieu, a circulé beaucoup d'horizons. Mais Dieu soit loué. Je vous remercie. Si vous pensez terminer, c'est un plaisir, un immense plaisir pour moi d'avoir mené cet entretien avec vous. Merci aussi, ainsi que moi. Je vous remercie beaucoup et je prie que le bon Dieu guide vos pas, assiste vos familles et vous-même et qu'il vous donne la chance de réaliser vos projets comme ce qui est entre vos mains. Que les grâces du Dieu créateur tombent sur vous tous et vos familles et sur nous tous pour que chacun de nous en son domaine et dans sa mission, que le bon Dieu lui prête main forte, suivi de succès et la longévité, la santé, le bonheur. Merci. Merci beaucoup, monsieur Jacques Pouye, guérisseur ici à Thiès. qu'Allah exauce vos prières, mesdames, messieurs, chers téléspectateurs. C'était votre émission 4e de couverture. Cet ouvrage très très important qui retrace notre histoire est disponible aux éditions L'Harmattan Sénégal, en ligne sur le site de l'Harmattan Sénégal et Harmattan Paris, mais également sur Amazon. Madame, Monsieur, merci d'avoir suivi et à la prochaine.